Bien, bonjour auditrices, auditeurs, téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, Africa Vision et African Caribbean Television. Nous sommes très heureux que vous puissiez être toujours au rendez-vous de vos télévisions. Aujourd'hui, nous recevons une politicienne de la République démocratique du Congo. Vous vous imaginez, c'est Maman Angèle Makombo Eboum. Bonjour, Maman Angèle. Bonjour, Monsieur Kayembe. Je suis très heureux qu'on soit ensemble, mais je voudrais d'abord vous présenter à nos auditeurs et téléspectateurs qui sachent à qui nous avons affaire. Nous disons que vous êtes une ancienne fonctionnaire des Nations Unies. Vous avez travaillé pendant 24 ans à plusieurs échelons. Et la dernière, avant que vous ne quittiez, vous étiez la conseillère principale politique chargée des affaires africaines au cabinet du secrétaire général des Nations Unies. Nous disons aussi que vous avez abandonné ces prestigieuses fonctions pour aller donner quelque chose de vous-même au pays, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Vous voulez vous présenter comme candidate à la présidence de la République en qualité d'une leader d'un parti politique de l'opposition que nous appelons Ligue des démocrates congolais, c'est-à-dire l'IDEC. En 2011 même, vous avez tout fait sur place à Kinshasa pour vous raffirmer comme une femme dans l'arène politique où c'est occupé par les hommes. Et nous disons que vous êtes né à Kinshasa, donc vous avez retrouvé la terre natale. Et tout de suite après la naissance, vous êtes allé faire vos études primaires à Lyon, en France. Et vous êtes rentré encore à Kinshasa pour les études secondaires. Après l'obtention de diplôme, vous êtes reparti encore en France, et cette fois-là à l'université de Sorbonne, une université prestigieuse, où vous avez obtenu une licence, plutôt une maîtrise en droit. Et vous êtes allé à l'Institut d'études politiques à Paris, où vous avez obtenu un diplôme d'études politiques. Et après ça, vous n'avez pas arrêté là-bas, vous êtes encore plus loin, à Sorbonne même, pour décrocher un autre diplôme en études judiciaires. Alors, vous n'êtes encore arrêté là, vous avez travaillé au niveau des Nations Unies, et puis vous avez jugé bon plutôt d'écrire. Et vous avez écrit beaucoup d'articles sur la politique congolaise. Et c'est cela, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, maman? Je voudrais juste la formule de dire que j'ai abandonné les Nations Unies pour rentrer au Congo. Je préfère la formule que j'ai démissionné. Oui, c'est ça. Je voulais seulement utiliser... démissionner donc, pour aller maintenant vous donner à votre pays. Exactement. Et pour quelle raison? Mettre mon expérience au service de mon pays. C'est ça. Voilà. J'étais, comme beaucoup de compatriotes, absolument préoccupé par la situation socio-économique du pays, par le retard considérable que nous avons en matière de développement. Et je me suis dit qu'il était temps de rentrer au pays, mettre mon expérience au service du pays. Et vous n'êtes pas gêné de vous lancer dans cette bataille avec les hommes? Absolument pas. Et surtout que la réponse que je recevais au pays, au niveau de la population, aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes et des moins jeunes, le message que j'entendais de plus en plus, c'était que pendant plus de 50 ans, depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, est indépendant, le pays est dirigé par des hommes et malheureusement, rien de bon ne s'y passe. Les conditions de vie sont difficiles. Peut-être qu'avec une femme, les choses vont changer. Et les gens, justement, évoquaient, par exemple, le Libéria, avec à la tête Johnson Sirleaf, Exactement. Ok, donc voilà, elle n'est pas la seule, il y a encore des femmes qui dirigent des pays par-ci, par-là. Alors, ensemble, Maman Angèle, nous allons essayer un peu de parler de l'actualité au pays, mais avant d'y aller, je voulais un peu dire que vous étiez allé à Kinshasa avec l'ambition d'être la candidate à la présidence. Mais quand il y a eu des candidats à la présidence, on n'a pas vu le nom de Maman Angèle Makombo. Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Ce que nous voulions, nous, la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, et avec d'autres camarades de l'opposition, c'est le changement au Congo. Apporter un changement positif.
la démocratie, la liberté, la bonne gouvernance. Et comme vous le savez, en 2011, au début de l'année, en janvier 2011, notre constitution a été modifiée. Vraiment au pas de course, à la va-vite. Et au lieu de 2 tours d'élection pour la présidentielle, eh bien, on nous a imposé un seul tour. Et la logique, c'était de se dire que avec de nombreux candidats de l'opposition à la présidentielle, nous avions très peu de chances de gagner. Donc, il nous fallait absolument faire tout pour dégager un candidat commun. Et nous, la LIDEC, de bonne foi, nous nous sommes engagés dans des consultations avec les autres partis de l'opposition, dans l'espoir justement d'avoir un candidat commun. Vous avez peut-être entendu parler du processus de Fatima et de Sultani. Eh bien, les négociations piétinaient alors que la date de l'élection approchait. Et après vraiment de mûres réflexions, je me suis dit, ce que nous voulons, le changement, il faut un candidat commun. Et j'ai décidé de me désister. C'était une décision très, très difficile à prendre. Oui. Et nos militants, nos membres, nos sympathisants ont eu beaucoup de mal à l'accepter. Donc n'ont pas digéré ça. N'ont pas digéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis désistée en espérant que les autres candidats feraient la même chose. De l'opposition feraient la même chose, suivraient mon exemple. C'est ça. Mais c'était vraiment sans compter avec le grand ego que ces candidats masculins avaient. Personne n'a suivi l'exemple. On est allé en ordre dispersé. Et nous avons obtenu les résultats auxquels il fallait s'attendre. Exactement. Donc c'est la raison principale. Alors, quelle est la leçon que vous avez tirée de ces faux pas? Je n'appelle pas ça un faux pas. Il faut à un moment donné... Pour l'opposition. Pour l'opposition, ce que nous disons toujours, nous cessons de le répéter, que l'opposition, il faut absolument que nous cessons nos divisions, que nous pensons d'abord à l'intérêt supérieur de la nation et que nous nous rassemblions. Et nous ne cessons de dire ce même message. Malheureusement, ça ne passe pas toujours, mais nous ne baissons pas les bras et nous continuons justement à essayer de faire passer le message. Et après, d'ailleurs, les élections que nous avons eues, tout le monde a eu à le reconnaître, des élections calamiteuses, bâclées. Nous, la LIDEC, nous avons poussé, prôné un dialogue qui est un dialogue inclusif dans le pays. Et là encore, nous avons vu que l'opposition, sur cette question, nous sommes divisés. Ouais. Donc vraiment, c'est absolument une priorité pour l'opposition de se rassembler et de parler d'une seule voix. Tout à fait. Maintenant, nous parlons des vérités des urnes. Oui. Et au Congo, encore une fois, il y a un groupe de gens, de l'opposition, qui disent qu'il n'y a pas à négocier. C'est M. Tshisekedi qui est président élu. Donc, nous n'avons pas à négocier. Il y a un autre groupe qui dit, OK, il faudrait négocier pour qu'on essaie un peu de trouver un terrain d'entente, puisque le pays semble ne pas marcher. Alors, qu'est-ce que vous dites? Et nous disons qu'il faut d'abord avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Il faut d'abord penser au peuple congolais. Et ce peuple qui vit vraiment dans une souffrance extrême, une pauvreté extrême. Et il faut aussi être pragmatique. Oui, les élections ont été frauduleuses, ont été calamiteuses. Bon, il y a un gagnant qui a été proclamé. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, à quoi ça va nous servir de ressasser constamment ce passé-là et de ne pas voir comment nous pouvons avancer. Nous, ce que nous disons, une élection n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Une élection, c'est une étape dans notre marche vers la démocratie. Donc même si nous n'avons pas apprécié cette élection, même si certains rejettent cette élection, nous avons les institutions que nous avons à la tête de ces institutions certaines personnalités, eh bien, il faut plutôt voir comment nous pouvons avancer et la manière d'avancer vu la crise que nous avons. Parce que voilà un autre sujet sur lequel beaucoup sont divisés. Nous, on voit pas mal de personnalités dans le parti au pouvoir qui disent qu'il n'y a pas crise dans le pays. Nous disons qu'il y a bien crise dans le pays.
nous avons une crise socio-économique, mais à cela s'ajoute cette crise de légitimité que nous avons. C'est ça. Et face à cette crise de légitimité, que faut-il faire? Il faut que les Congolais se parlent. Il faut absolument qu'il y ait un dialogue national. Et ajouter d'ailleurs à cette crise de légitimité, nous avons une crise politico-militaire à l'est du pays. Donc ça fait quand même beaucoup pour un pays et cela fait que les populations, ce sont les premières à en souffrir. Donc plutôt que d'être là à ressasser ces élections qui sont passées, voyons comment nous pouvons avancer. Et c'est ça que nous avons à l'esprit, nous, à la LUDIC. Ok, donc la LUDIC s'inscrit dans la logique de se mettre autour de la table avec tout le monde. Tout le monde. Bon, gouvernement, opposition, société civile, ces groupes, la diaspora. Et à propos de la diaspora, je voudrais absolument souligner que la diaspora m'a été d'une grande aide. En tant que candidate à la présidentielle, je dois énormément à la diaspora. Moi-même, j'en faisais partie de la diaspora. Donc, ils m'ont soutenu matériellement, financièrement et aussi avec des conseils. Et nous, la LUDEC, nous sommes le premier parti qui est dans son programme, dans son discours, qui est absolument prôné, recommandé le droit de vote aux élections présidentielles, législatives pour la diaspora congolaise. Nous l'avons dit haut et fort d'ailleurs lors des négociations de Sultani. Ceux qui veulent vérifier pourront vérifier, mais nous disons que la diaspora doit avoir un droit de vote et nous disons que là, pour le dialogue national, la diaspora doit être présente. Alors, quand vous prenez pour ce dialogue national que la plupart de l'opposition avait demandé avant, et au mois de décembre, Kabila a dit « Ok, dialogue national sans condition ». Et encore, l'opposition dit non, on ne part pas là-bas, puisque dire sans condition, il y a l'esprit de manipulation, quelque chose dans ce sens-là, il y a quelque chose, l'anguille sous roche. Qu'est-ce que vous... Là, il y a encore un problème, parce que, bon, vous vous souviendrez que, comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons toujours demandé ce dialogue national après les élections ratées de 2011. La majorité présidentielle, le parti au pouvoir n'en voulait pas. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que le président Kabila veut bien ce dialogue, veut le convoquer. Les modalités d'un dialogue, là encore, il y a discussion, il y a polémique. Qui doit convoquer un tel dialogue? Certains disent que le président n'a pas à le faire, etc. Et juger parti. Nous disons la chose suivante. Il faut absolument trouver un compromis là, sur cette question-là. Oui. Bon, l'article 69, justement, de la Constitution octroie au président de la République de jouer ce rôle d'arbitrage, etc. Mais il faut... Mais c'est une crise autre que celle où lui-même est impliqué. Exactement. Mais pourquoi pas concevoir une formule selon laquelle il pourrait quand même convoquer ce dialogue, mais pour mener les pourparlers, pour coordonner, pour gérer justement ce dialogue, qu'il y ait un facilitateur, qui soit une personnalité reconnue, avec une impartialité, compétence, indépendance reconnue, et qui gère justement ce dialogue. Plutôt qu'on continue justement cette polémique à dire qui, comment, etc., il faut absolument, l'essentiel, c'est qu'on puisse se retrouver autour de la table. Et j'en profite aussi pour dire la chose suivante. Nos crises à répétition au Congo, qui sont les principales victimes? Ce sont les populations. Mais parmi les populations, qui sont les principales victimes, les premières victimes, la catégorie de personnes qui sont les plus affectées, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Et vous remarquez... Les vieillards aussi. Exactement. Mais lorsque le temps des négociations arrive, on écarte les femmes autour de la table de négociation. Nous l'avons vu à Kampala. Vous pouvez voir le nombre de femmes qu'il y avait dans la délégation gouvernementale et dans la délégation rebelle. M23, c'était vraiment une très très maigre portion. Alors nous disons non, il faut absolument que les femmes congolaises se retrouvent
autour de la table aussi, au moment où il y aura le dialogue. Donc il y a un problème de genre au pays, donc le genre n'est pas respecté. Le genre n'est pas respecté, le genre demeure un slogan et n'est toujours pas une réalité, alors que notre pays clame toujours haut et fort que oui, nous souscrivons à la résolution 1325 des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité, qui prône justement l'implication des femmes lors des négociations de ce genre, mais au Congo, non, ce n'est pas respecté. Ok, enfin, vous êtes maintenant quelqu'un qui prend le flambeau pour défendre les femmes. Espérons que ça va aboutir puisque vous avez la voix des femmes autorisées maintenant dans cette assemblée. Ok, maintenant, Jean Makombo, c'est un peu de parler de l'actualité. L'actualité, c'est effectivement les histoires qui ne semblent pas marcher au pays et surtout à l'est de la République où il y a guerre répétition. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, il y a des négociations en cours à Kampala du gouvernement et de M23 que nous appelons des rebelles puisque dès leur apparition, on a parlé de mutins. Et mutins, maintenant, on a vu le Rwanda et l'Ouganda derrière. Bon, maintenant que les histoires ne marchent pas, est-ce que ces négociations sont utiles, selon vous? Ces négociations, comme vous le savez, ont été initiées, décidées par les chefs d'État de la sous-région, la conférence internationale de la région des Grands Lacs. C'était une bonne idée pour aider le Congo à sortir de cette énième crise. Et beaucoup étaient sceptiques, mais moi je dis toujours, tant qu'on parle, c'est bon. Parler, parce que non, je veux qu'on ait un peu de l'avant. Parler avec les rebelles et de surcroît étrangers sur votre terre. Parmi ces rebelles, il y a des Congolais, nous le savons. Très peu, qu'on ait de copier comme on a fait avec FDL. Mais en tout cas, ces rebelles opèrent dans notre pays. Commettent des exactions dans notre pays. C'est ça. Donc si on veut mettre fin à cela, il faut bien leur parler. J'aimais beaucoup une formule du secrétaire général Kofi Annan, avec qui était votre chef. Exactement, qui disait « You make peace with your enemy. You don't make peace with your friend. » Donc c'est avec, quand on a un ennemi à sa porte, pour mettre fin à tous les problèmes. Aux problèmes, à l'agression, ou bien on utilise la force, mais la force, comme vous le savez, ne résout pas tout, parce qu'après la force, il faut bien s'asseoir, parler. Et dans les conflits, quand vous regardez l'histoire du monde, on a toujours fini par parler avec son ennemi, pour mettre fin à la situation de crise. Donc, il fallait bien qu'on parle. Et le gouvernement, notre pays en plus, comme nous avons une armée faible, nous ne pouvons même pas utiliser la force. Et comme nous avons aussi beaucoup d'incohérences dans la politique que nous menons, et que nous avons une diplomatie, que je dis, qui n'est pas assez active, boiteuse, qui n'est pas assez agressive, qui n'est pas assez audible, eh bien, il faut bien parler. Mais malheureusement, Kampala a, il faut bien le reconnaître, accouché d'une souris. Sur l'agenda de ces pourparlers, il y avait plusieurs points. Seul le premier point a été discuté. Et même ce premier point, le contenu n'a pas été épuisé. Et aujourd'hui, on nous promet un accord. On verra bien ce que cet accord contiendra. Mais je suis assez sceptique. Je pense que, et nous savons aussi que pas mal de membres de la délégation gouvernementale sont déjà rentrés à Kinshasa. Donc, je ne suis pas optimiste sur Kampala. Et je me dis, bon, Kampala ne va pas résoudre notre crise. Qu'est-ce qu'on fait? On en revient à ce que nous prônons, à savoir ce dialogue qu'il faut absolument avoir. Oui, avoir le dialogue, c'est toujours encore le M23. Quand vous dites qu'il fallait parler avec ces gens, vous n'avez pas vu que depuis qu'ils ont commencé à réclamer, chaque jour qui passe, ils ajoutent une autre réclamation. C'est pour vous dire qu'ils sont mal intentionnés, madame. Effectivement, leur réclamation du départ, c'était focalisée sur des accords de mars 2009, c'est ça. Et ensuite, après, ils ont rajouté d'autres. Et chaque jour. Voilà. Et bon, mais nous avons une situation réelle d'agression, nous avons une situation réelle sur place qu'il faut résoudre. Donc,
avec qui on va parler. Il faut bien parler avec ceux qui sont là, mais en même temps, il faut bien demander le soutien de la communauté internationale. Et c'est là où je pense que l'accord aussi qui est en train d'être mis en place par l'ONU à Addis Abeba est aussi une option qu'il ne faut pas rejeter. Certains chez nous la rejettent, je ne pense pas. Et qui pourra peut-être mettre en place la présence d'une brigade internationale à la frontière. Là aussi, c'est une possibilité. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir cette politique du non à tout. Et en ayant ce genre de politique, nous oublions qu'au final, ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'intérêt des populations, l'intérêt du peuple congolais. Et j'aime bien citer le cas de la France et de l'Allemagne, qui étaient en guerre, mais si ces deux pays n'avaient pas décidé d'être l'initiateur d'un processus d'intégration régionale, je ne pense pas que la paix aurait pu être consolidée en Europe. Donc il faut vraiment que dans notre région des Grands Lacs, on puisse se parler, même avec ceux qui sont considérés comme agresseurs, mais pour qu'enfin qu'on puisse examiner et épuiser toutes les causes de ces conflits et arriver à un modus operandi et pouvoir le respecter. Mais le problème est que ces gens-là, qui devraient en principe être interlocuteurs, ce sont les agresseurs, le Rwanda, l'Ouganda. Alors si on va parler avec eux, ils semblent ne pas accepter. Ils menacent même l'ONU quand on les pointe du doigt. Est-ce que vous voyez comment on peut parler avec eux? Je viens de vous mentionner le cas historique de la France et de l'Allemagne. Oui. Nous avons comme voisin le Rwanda. On ne peut pas le déplacer. Exactement. On ne pourra jamais le déplacer. Et nous avons, à notre frontière de l'Est, ces crises à répétition. Il faut bien qu'à un moment donné, qu'on y mette fin. Absolument. Et comment pouvons-nous y mettre fin si nous n'en discutons pas? Bon. Maintenant, les modalités pour parler, les modalités des discussions, nous devons les étudier, doivent être à l'étude, mais ça sert à ça, mettre fin à une agression, mettre fin à l'insécurité, à l'instabilité. Il faut se parler. Perpétuel. Mais voilà. Enfin, se parler, donc le bon cadre, c'était l'Union africaine. Et nous avons vu que de là, il y a eu 2 poids 2 mesures. Le problème récent du Mali a attiré beaucoup plus d'attention que la RDC, où il y a plus de 10 millions de morts directs et indirects. Le journaliste chevronné que vous êtes n'est pas sans ignorer pourquoi aussi le Mali attire, le cas Mali attire peut-être plus d'attention et de résolution, une résolution beaucoup plus rapide, parce que justement il y a le problème du terrorisme, de la montée d'un islamisme extrémiste. Que les grandes puissances ont créé avec l'histoire du Mali, de Libye. Quelles que soient les causes, quelles que soient les sources de la question malienne, le problème est là. Donc, il faut mettre fin terrorisme. Et terrorisme. Okay. Et les pays dans le monde fonctionnent en fonction de leurs intérêts. Tout à fait. Et le Mali, avec ce berceau qu'il commença à être du terrorisme, les Occidentaux ont décidé de mettre vraiment un terme à ça assez rapidement. Alors qu'au Congo, effectivement, comme vous le dites, il y a eu plus de 6 millions de morts et nous sommes toujours là avec cette crise, nous sommes toujours là en train de patauger. Il y a une crise humanitaire absolument gigantesque. Moi, je dis la chose suivante, oui, nous pouvons déplorer ce fait-là, que la crise congolaise n'apporte pas peut-être une réponse, une action rapide, mais entre-temps, nous, en tant que Congolais, que faisons-nous? Nous, Congolais, nous devons absolument aussi, et d'ailleurs, être les premiers à prendre à bras le corps ce problème-là et en parler entre nous. Tout à fait. Nous allons revenir avec force de taille sur les dialogues intercongolais. Parlons
encore une fois, de cette crise à l'Est. Donc, vous pensez que la bonne façon, c'est parler avec ces gens-là, donc en utilisant la proposition de l'ONU pour la force d'interposition. Mais nous avons déjà 17 000 casques bleus, madame. Est-ce que s'il faut ajouter 4 000, ce n'est pas trop? Justement, c'est 17 000. Et puis non, avant que vous répondiez, puisqu'il y a un problème, il y a la communauté africaine qui veut donner les hommes. Ils disent, nous ne voulons pas que nous puissions être intégrés dans la force de l'ONU. Eux n'ont pas de moyens. L'ONU a des moyens. Et l'ONU dit non, si vous voulez travailler, il faudrait qu'on incorpore cette force dans la force existante, avec les moyens qu'ils ont, plus d'1 milliard par an. Donc, je ne sais pas si vraiment on peut arriver à une solution. En tout cas, j'espère qu'on arrivera à une solution. Dans cet imbroglio? J'espère qu'on arrivera à une solution dans l'intérêt de notre pays. Mais les problèmes que vous avez soulevés sont réels. Les pays africains veulent bien apporter leurs hommes, mais ne veulent pas être sous commandement onusien. Ils n'ont pas de moyens. Et en même temps, être seuls, ils n'ont pas les moyens. Et je sais qu'en ce moment, justement, il y a des discussions sur cette question-là. Et tout ce qu'on peut espérer en tant que Congolais, qu'il y ait une solution à cela. C'est ça. Parce que la solution à l'Est passe par l'utilisation justement de la force, hein, d'un contrôle comme cela des frontières, et passe aussi par des réponses politiques à donner à cette crise qu'il y a à l'Est. Et puis, bon, comme on comparait le Mali à la RDC, nous avons dit qu'en RDC, au Mali, c'était un problème de terrorisme. Est-ce que chez nous, c'est aussi le terrorisme économique? Puisque tous ces gens qui sont là, c'est pour vraiment voler et surtout prendre des minéraux à moindre coût. Et ceux qui sont à la base, c'est encore une fois de plus les gens qui arment les gens qu'on appelle des terroristes. Oui, mais avec la complicité de nombreux Congolais. Tout à fait. Voilà. Et c'est là où je dis que si nous, les Congolais, on décide de mettre un peu de l'ordre dans la maison Congo, si on décide de pratiquer une meilleure gouvernance, si on décide de lutter contre la corruption, ces problèmes-là vont peut-être se résoudre un peu rapidement. Se résoudre. Tout le monde, en fait, profite de la faiblesse dans laquelle le Congo vit. Oui. La manière souvent incohérente dont avec laquelle le Congo est géré pour profiter justement des ressources du Congo. Mais plutôt que de passer notre temps constamment à rejeter la responsabilité sur les autres, la communauté internationale, les pays occidentaux, etc., c'est toujours les autres. Mais nous, Congolais, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que c'est ça la question centrale. Alors, qu'est-ce que le Congolais doit faire? Donc, ils doivent se parler. Et comme vous l'avez dit avant, il y a un problème sérieux. Qui doit convoquer et qui doit gérer cette réunion d'unité nationale? C'est aussi l'objet d'une polémique. On vient d'en parler. Certains disent que ce n'est pas au chef de l'État. D'autres disent qu'il faut absolument que ça soit quelqu'un qui est neutre. Neutre, facilitateur étranger, communauté internationale. Je me dis, bon, à ce jeu-là, nous allons continuer à polémiquer et prendre du retard et ne pas avancer. Est-ce que le compromis ne serait pas de dire, bon, même si le président de la République invoque l'article 69 pour cette convocation, nous, là, le plus important, c'est d'exiger qui va justement gérer ces pourparlers, qui va coordonner, qui va guider. C'est ça. Je ne pense pas qu'il sera là tous les jours à guider ces pourparlers. Non. Alors, le plus important, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui sera sur l'agenda de ces pourparlers et comment nous, opposition, nous pouvons peser dans la constitution d'un comité préparatoire et ce comité préparatoire définira exactement les modalités. Alors, quelle est la finalité de ces forums? Mais justement, mettre vraiment les questions sur la table. Alors, les gens disent que vous, politiciens, vous voulez que vous sortiez là avec des postes pour être encore dans un gouvernement d'union nationale.
C'est justement, c'est ce qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup à Kinshasa et ailleurs, mais il faudra bien des animateurs dans les différents secteurs du pays pour justement les gérer et pour améliorer les choses. Ça ne sera pas des personnes qui viendront de Mars, ça sera des Congolais. Tout à fait, mais pour gérer, il faut avoir le mandat du peuple. Mais les gens qui n'ont pas été... C'est ça. Et quand je parlais de réalisme aussi, je disais, bon, on peut être constamment en train de discuter, oui, les élections ont été frauduleuses, oui, les gens ne sont pas légitimes, donc il faut au bout d'un moment se dire, même si ça n'a pas été comme cela devait être, des élections crédibles, transparentes, qu'est-ce que nous faisons? Il faut peut-être, parce que beaucoup qui auraient dû, nous par exemple à la LIDEC, nous sommes bien placés pour le dire, à la LIDEC combien les candidats nous avions présentés aux législatives et combien ont eu leur voix absolument spoliée, volée. Et on a des preuves de cela. Est-ce que vous avez sorti quelques non, députés? justement, parce que il y a des circonscriptions précises où on a eu des voix qui nous ont été volées. Donc, on aurait pu être les premiers à dire non, il faut tout recommencer, etc. C'est frauduleux, mais nous sommes conscients de cela. Nous disons non, une élection n'est pas une fin en soi. Avançons et voyons comment on peut rectifier les tirs en attendant les prochaines. Et la manière de le faire, c'est de se parler, de mettre les questions sur la table, voir les causes, adopter des mesures, voir comment on va peut-être mieux gérer le pays à l'avenir pour, en tout cas, faire tous les efforts possibles pour, par exemple, réduire la pauvreté. 70% des Congolais vivent avec moins de $1 par jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Mettre fin, c'est possible de mettre fin au viol massif des femmes, surtout à l'est du pays. Avec la volonté, c'est possible de le faire. Depuis 10 ans, on nous le promet. Je me souviendrai toujours d'une interview du président Kabila sur CNN en 2006 où il disait « Je ne peux pas mettre fin à cette situation de violence à l'est parce que je suis dans le schéma 1+4. Mais quand je ne le serai pas, quand on ne sera plus dans ce schéma, etc. etc. » Mais là, il l'est. Voilà, mais on a toujours cette situation. Donc, et pire même qu'avant. Mettre un certain nombre de questions, de points, de situations qu'on peut résoudre, c'est possible, et avancer. C'est ça. C'est ça le plus important. Oui, très important, puisque nous parlons de dialogue intercongolais, et vous êtes à l'Occident maintenant, ça fait plus de 2 semaines que vous êtes à l'Occident, vous étiez au pays. Vous êtes sans doute informé de ce qu'on a parlé du traité de Nice. Oui, oui. Quelle est votre analyse à ce sujet? C'est une question que nous suivons, et c'est une question qui est affligeante. Parce qu'encore une fois, c'est des forces étrangères, des personnalités étrangères, des cellules étrangères qui essaient de profiter justement de la situation dans laquelle nous sommes, difficile que nous sommes dans le pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Approcher certains compatriotes pour voir quels sont les arrangements qu'ils peuvent faire avec eux en échange peut-être de cession de nos ressources, de nos régions, etc. C'est vraiment affligeant. Mais c'est là où je voudrais dire que autant nous parlons beaucoup de la nécessité d'être unis au pays pour travailler, pour parler, faire avancer les choses, autant je pense que la diaspora congolaise doit aussi mettre fin à ces querelles sans fin, à ces échanges d'insultes, à ces paroles stériles. C'est ça. Et elles contribuent, comme je vous ai dit, moi par exemple, je suis une preuve de l'aide qu'on a pu me donner par la diaspora. Elles contribuent par les transferts qu'elle fait d'argent qu'elle fait dans nos familles. Sans ça, nos familles ne pourraient pas tenir. C'est ça. Mais sur le plan
du discours, sur le plan politique, sur l'influence qu'elle pourrait avoir, comme certaines diasporas, je pense qu'il y a encore un long chemin à faire. Oui. Et oui, le traité de Nice porte une question contestable, c'est une polémique, mais est-ce vraiment nécessaire de se focaliser là-dessus? Alors qu'il y a tant de défis, tant de difficultés à relever au pays? Je ne pense pas. Mais les gens disent que c'est quand même un début de solution, dans le sens que vraiment le Congo est à recommencer. Parce que ces gens-là, ils viennent avec des milliards, 300 milliards de dollars, madame. Ils disent c'est pour construire le social. Quoi de bon on peut s'attendre à ça? Et que leur donner 25 km² seulement. Alors, il faut, dans ces cas-là, ce que je trouve suspect, c'est que le manque de transparence qu'entoure toute cette question. C'est ça. Il faut être transparent. Et nous, d'ailleurs, la LIDEC, c'est un de nos leitmotifs, c'est la transparence dans la gestion de l'État, dans la gestion politique. Et là, les gens pourront chacun apporter sa contribution, son point de vue. Ok. Plusieurs fois, vous avez mentionné la LIDEC, donc votre cher parti politique. Est-ce que vous envisagez encore être candidate au présidentiel de 2016? Nous sommes en 2013. Et comme j'ai eu à l'évoquer au cours de notre présente discussion, on a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de difficultés. Je pense qu'il faut se focaliser sur cela. Et nous, à la LIDEC, en plus de nos activités politiques, ce que nous essayons de faire, c'est d'encadrer, par exemple, les femmes rurales qui constituent une catégorie vraiment très défavorisée. Et on verra bien. 2016 arrivera bien à un moment donné et on verra bien ce qu'on fera à ce moment-là. Mais je pense que le plus important, plutôt que de chercher ce genre de positionnement dès 2013, c'est plutôt de travailler aux problèmes de 2013 et aux problèmes travailler à la manière de sortir justement notre pays du sous-développement dans lequel il est. Oui, donc les deux ne s'excluent pas, puisque si vous n'êtes pas prête aujourd'hui, donc vous aurez besoin de moyens colossaux, vous aurez besoin des appuis, et si vous ne préparez pas maintenant, vous allez vous retrouver au seuil de 2016 sans rien. Donc vous pouvez avoir à l'idée d'abord, non, qu'on le veuille ou pas, nous sommes partants pour la présidentielle. Ce qui m'anime, ce n'est pas une ambition personnelle, obsessionnelle, c'est le travail à faire. Et de voir vraiment comment tous les jours on fait un petit pas dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça le plus important, s'occuper des femmes, s'occuper de la jeunesse, s'occuper de la population dans les milieux ruraux. Et on verra bien comment... Et le plus important aussi pour moi en tant que leader parti politique, c'est consolider le parti politique. Parce que nous avons un pays immense, 11 provinces. C'est là où je voulais en arriver. Est-ce que vous êtes dans toutes ces provinces? Nous sommes présents dans 8 provinces sur 11. Sur 11, ok. Oui. C'est déjà bien, puisqu'on est un jeune parti, on a été créé en 2010, mais ce n'est pas assez, il faut continuer. Et quand je dis 8 provinces sur 11, vous savez que nos provinces sont immenses. Être présent dans la capitale provinciale ne suffit pas. Il faut pouvoir... avoir des ramifications dans l'intérieur. Donc, on s'attelle à cela. Est-ce que vous n'êtes pas aussi tenté de faire comme les autres, des grands partis politiques qui ne connaissent pas combien de membres ils sont? Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près combien de membres vous avez? Oui, nous avons à ce jour, je dirais, 85 000 membres. Et plus, on a des sympathisants, des supporters, mais c'est vraiment notre objectif de consolider notre parti politique. Alors, quel projet de société vous avez pour ce Congo, si jamais le peuple vous donnait cette confiance-là? Nous avons notre projet de société élaboré dès que j'étais entré dans la course. Voilà, et que d'ailleurs nous sommes en train d'ajuster
de temps en temps. Selon la réalité du terrain. Mais la priorité que nous avons vraiment, c'est promouvoir la démocratie dans notre pays, promouvoir la bonne gouvernance, défendre les droits de l'homme. Et puis, pour pouvoir vraiment réduire la pauvreté, il faut une politique vraiment de création d'emplois. Et cette création d'emplois passe d'abord par l'appui que nous pouvons donner au secteur privé, aux petits entrepreneurs. Nous avons, quand on va maintenant au Congo, on voit de plus en plus de banques, mais ces banques n'ont pas une politique vraiment active, résolue de crédit aux petits entrepreneurs. Donc, c'est vraiment ça la priorité. Et dans la catégorie justement des populations à aider, je ne le dirai jamais assez, ce sont les femmes. Tout à fait. Parce que je suis absolument convaincue que le salut du Congo passe par les femmes. Ce sont les femmes congolaises qui sauveront le Congo. Et si jamais on vous donnerait aussi la chance d'être une femme à la tête du Congo, nous l'espérons bien. Une femme à la tête du Congo, pourquoi pas? Et nous voyons bien que c'est dans l'air du temps. Il y a le Libéria, il y a le Malawi, mais il y a aussi le Brésil, il y a l'Allemagne, et partout sont les femmes. Elles font la différence. Elles font la différence, font du bon travail. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que, et je le vois au Congo tous les jours, les femmes sont moins corrompues que les hommes. Alors, je pense que c'est la femme congolaise qui sauvera le Congo. Tout à fait. Alors, avant de clôturer complètement, parlons de la diaspora. Vous avez suivi pendant très longtemps du phénomène combattant. Quel crédit donnez-vous à ces vaillants jeunes qui sont battus pour faire comprendre les pleurs des Congolais que nous ne voulons plus l'ingérence dans les affaires congolaises? Le phénomène combattant, si j'ai pu comprendre au départ, c'est par rapport à ce qui se passe au pays. Ils voient la misère, ils voient la corruption, l'incompétence, l'injustice sociale, violation des droits de l'homme, et en même temps ils voient que eux, diaspora, c'est grâce à eux que les familles au Congo survivent. C'est ça. Voilà. Et ils se disent, assez c'est assez. Quand ils voient des autorités congolaises, des personnalités congolaises venir à l'étranger, ils disent non. Et ils commencent à protester. Jusque-là, ça va. Mais moi, étant partisane de la non-violence, juriste de formation, je suis absolument convaincue qu'on peut utiliser la force de la parole pour faire avancer ses idées. On n'a pas besoin d'être violent. Tout à fait. Ça dessert la cause pour laquelle on se bat. Et autre chose, je constate quand je parle à certains qu'ils ne connaissent pas toujours vraiment toutes les réalités du pays. Sur terrain. Ils ne suivent pas très bien l'actualité du pays. Or, dans cette ère que nous avons de l'Internet, c'est assez facile si on veut vraiment suivre. C'est ça. Donc, le message que je pourrais leur faire passer, c'est la violence n'a jamais servi à rien. Cette violence, parfois aveugle, qu'ils s'informent, qu'ils construisent leur discours, qu'ils soient nos ambassadeurs à l'étranger, qu'ils servent aussi de lobbying pour faire avancer la cause du Congo, mais qu'ils abandonnent la violence. Ok. Le message est passé. Alors, vous êtes de l'opposition. Oui. Il y a les gens qui sont au pouvoir. On crie que ces gens n'ont rien fait de bon jusque-là. Alors, vous qui venez du Congo, sur terrain, est-ce qu'il y a un petit rien de positif que vous pouvez mettre dans le compte du gouvernement? Bien sûr, je dirais que tout n'est pas négatif. Et j'ai écouté les propos du Premier ministre Matata Ponyo avant de quitter Kinshasa et quand il est passé ici aux États-Unis.
il a fait valoir les avancées en parlant de la croissance, en parlant du fait que les salaires sont maintenant payés régulièrement, les salaires sont bancarisés, etc. Bon, c'est pas, personne de sensé ne devrait rejeter ces progrès-là. Mais je dois dire que j'ai été un peu choquée. Parce que je me suis dit, voilà un chef de gouvernement qui devrait avoir comme priorité première le bien-être des populations et qui à aucun moment ne cite le social. C'est ça. Voilà. Alors que, quand il dit les salaires sont payés, d'accord, mais combien? Combien? L'enseignant, le fonctionnaire moyen touche $50 par mois. Avec une famille de plus de 5 enfants. Exactement. Et quand vous savez combien coûte... l'aliment de base. Exactement. Donc, je me dis, il aurait dû mentionner ce genre de choses. Il aurait dû montrer qu'il est concerné par la situation des femmes, etc. Donc, je dis, les progrès minimes sont minimes par rapport à la tâche à faire, par rapport aux défis à relever. Et quand certains me répondent, mais non, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, ce gouvernement n'est là que depuis 1 an, moi ce que je fais toujours remarquer, que dans certains pays, le chef d'État a un mandat de 4 ans. Donc il faut travailler beaucoup plus consciencieusement et beaucoup plus vite. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est que nous le voyons tous les jours au Congo, c'est que la corruption, elle est vraiment endémique à tous les niveaux. Donc, si il y avait vraiment un effort sincère pour combattre la corruption, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de ressources pour faire du social. Et quand on sait que dans tous les pays du monde, le développement a commencé par justement l'effort mis sur le secteur primaire, on voit comment au Congo, nous continuons toujours la même politique que nous avons connue depuis le moboutisme, c'est-à-dire d'abord fonder les recettes de l'État juste sur les mines et négliger totalement l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture a seulement 1% dans le budget national, ce qui n'est absolument pas normal. L'éducation, 2%. La santé, n'en parlons pas. Or, ce sont des secteurs absolument vitaux. C'est ça. Et c'est là où je dis que non, moi à sa place, je n'aurais pas tant fanfaronné à propos de ces petits progrès qu'il a enregistrés. C'est ça. Donc, ils ont créé 2 classes séparées. Donc, les riches s'enrichissent, les pauvres, ça profite davantage au Congo. Nous avons appris, peut-être que vous pouvez nous informer là-dessus avant qu'on se sépare, qu'ils ont fait venir des bus pour le transport public. Vous en avez vu et c'est une réalité, ça fonctionne déjà. Lorsque je quittais, les bus venaient d'arriver et les bus ont défilé dans les caravanes motorisées de Kinshasa. Et bon, c'est un progrès, mais là encore, je dirais que la commande de ces bus a pu vraiment mettre en exergue ce manque de politique de prévoyance qu'a le gouvernement. Vous vous en souviendrez, c'était à la suite de la grève des taxibus. On s'est rendu compte combien... le secteur privé... exactement, et les taxibus appartiennent au privé. Et comment les gens ne pouvaient pas aller au travail, la ville était bloquée, surtout la ville de Kinshasa. On s'est dit, bon, on va commander des bus, etc. Mais a-t-on une politique cohérente des transports publics? Non. C'est ça. Et depuis tout ce temps, je pense qu'on aurait pu l'avoir. C'est ça. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Il faut absolument prévoir. Ok. Bien gouverner. Bien, en tout cas, Maman Angèle Makombo Eboum, nous sommes très, très heureux que vous nous avez beaucoup donné d'informations, surtout nous de la diaspora, puisque vous venez du terrain. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un mot de la fin à ceux-là qui vous suivent, surtout ceux de la diaspora? Ce que je voudrais dire, c'est que je souhaite vivement que 2013 soit l'année où on verra un début
vraiment un début de changement dans le pays. Changement dans le sens où les Congolais, opposition, majorité, quelles que soient nos familles politiques, et divergences, qu'on se dise la priorité, c'est le Congo. C'est le Congo, c'est le peuple congolais, les populations. La priorité, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour apporter ma part à l'édifice? Et j'aime beaucoup ce mot justement du président Kennedy qui disait « Ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » C'est ça. Et je pense que vraiment, à ce tournant où nous sommes au Congo, nous devons nous poser cette question-là. Et ne pas toujours faire retomber la faute sur les autorités, sur l'étranger, sur la communauté internationale. Si vous voyez des détritus en face de chez vous, voir comment nettoyer, si vous pouvez aider un voisin, faire. Donc, tout le monde contribuera à cet effort national de redresser le Congo. Oui, alors nous sommes pratiquement vers la fin. Nous avons terminé notre émission. Il ne reste plus qu'à vous remercier très très sincèrement, Maman Angèle Makombo. Et nous savons que vous avez pris une lourde responsabilité pour contribuer à l'édifice Congo. Et nous espérons que votre contribution fera la différence. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ok, merci. Alors, nous sommes là pour vous donner de l'information chaque fois qu'il le faut. Donc là, c'était Maman Angèle Makombo. Elle est leader politique de l'opposition congolaise. Elle dirige l'IDEC, qui est son parti cher. Et nous restons toujours là pour vous dire que quand vous avez des gens qui ont une vision, donc ce sont les gens à appuyer, donc elle est là. Ceux-là qui veulent la contacter dès que possible, vous pouvez passer par la voie de la démocratie congolaise. On va vous mettre en contact pour la parler et donner des suggestions, surtout pour le développement de notre pays. Merci. Au micro, c'était Don Kayembe. Et nous avons à la technique M. Dosso qui fait la caméra. Et l'autre technique, c'est M. Jean Lucien qui fait la technique aussi pour me répéter. Et nous espérons vous retrouver très prochainement sur la voie de la démocratie congolaise, Africa Vision Nouvelle et African Caribbean Television. Merci et à la prochaine.